situation d'opportunité unique avec l'émergence d'une plateforme qui nous permet de travailler sur la cybersécurité d'une façon très innovante et en construisant sur un travail fait depuis 8 ans. Donc, cette plateforme s'appelle Software, c'est une initiative, une plateforme commune lancée il y a 8 ans, au moment où personne ne voyait les problèmes de cybersécurité dans l'open source, ni rien du tout. Qui collecte massivement tous les codes sources à partir de toutes les plateformes de développement et les intègre, et ça c'est la particularité et l'unicité de cet objet, dans un unique gigantesque graphe cryptographique pour les techies ou les geeks, ça c'est un graphe de Merkle, voilà, dans lequel vous retrouvez aujourd'hui 30 milliards de nœuds, 400 milliards d'arêtes, et ça vous permet de faire déjà plusieurs choses, donc assurer la disponibilité des codes sources dont on a besoin, de garantir leur intégrité avec ces clés cryptographiques et de tracer leurs origines, ce qui est particulièrement intéressant. Donc c'est une initiative évidemment mondiale, avec un partenaire avec l'UNESCO, et un énorme merci pour INRIA qui nous a soutenus dès le départ et qui continue à nous accompagner, et un partenaire avec l'UNESCO. Et maintenant, pourquoi tout ceci est intéressant? Parce que dans le cadre du campus cyber, du programme de transfert du campus cyber, on a décidé d'aller chercher plein d'experts français, des pointes, dans le domaine de la cybersécurité, du génie logiciel, de l'analyse du code, du logiciel libre en général, pour les mettre ensemble dans l'esprit du campus cyber. Donc vous avez une équipe du CEA, vous avez une équipe de Télécom Paris, une équipe de Sorbonne Université qui est aussi un laboratoire du CNRS, plusieurs équipes INRIA, dont évidemment les groupes des software heritage qui est présent en masse aujourd'hui. Et donc on souhaite construire autour des software heritage des briques technologiques nécessaires, scientifiques et technologiques nécessaires pour pouvoir faire de l'analyse massive des codes, la traçabilité vulnérabilité, la détection vulnérabilité, la correction vulnérabilité, etc. Alors, évidemment, avec 1,3 million, vous n'allez pas vous attendre qu'on fasse tous les boulots que vous devez faire, vous, les industriels, après, d'accord, de reprendre tout ça et les transformer dans des vrais produits. Mais ça nous donne les éléments catalyseurs pour permettre de lancer cette initiative. Donc voilà, j'avais 5 minutes, je pense que j'arrive pratiquement à la fin. S'il y a un message à vous dire, c'est juste, on a commencé cette initiative qui était sortie il y a 8 ans, au moment où personne ne voyait l'intérêt, sauf quelques visionnaires. Petit à petit, vous commencez à voir ça, et comme on parlait, Bruno tout à l'heure parlait des machine learning, GPT, etc., etc., vous voyez bien aussi l'intérêt d'une plateforme comme Software pour ce type de choses-là, parce que c'est les seuls, uniques endroits dans le monde dans lesquels, de façon ouverte, vous avez accès à l'ensemble des codes sources de la planète avec leur historique de développement. Évidemment, comme tout ça est ouvert, non-profit, etc., on a aussi une charte éthique qui fait en sorte qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Mais il y a pas mal de choses qu'on pourra faire ensemble. Je vous remercie pour votre goût. Et j'ai conclu en disant une chose importante. On va tenir la promesse du campus cyber, donc on ne va pas venir tous s'installer ici, bien évidemment, mais on va systématiquement faire réunion de projets ici, on va systématiquement faire des exposés des scientifiques de très haut niveau qui sont engagés dans ces projets. Il y a Olivier qui est quelque part. Olivier, de où? Voilà, il y a Olivier Barré qui va porter les projets avec Stefano Zacchiroli qui est au CERN aujourd'hui pour un autre exposé. Donc vous allez nous voir ici. J'espère que vous verrez nous voir pour comprendre avec plus que 5 minutes qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire dans ces technologies et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup Roberto, et je voudrais remercier justement les membres de son équipe qui sont venus participer. Je pense que c'est une bonne preuve que le campus cyber est un lieu pour tous et que c'est comme ça qu'on va développer une vraie dynamique. Eh bien, en fait, nous avons un petit peu d'avance, ce qui est assez rare. Et donc, nous allons passer maintenant aux tables rondes. Donc, je voudrais tout d'abord remercier Emmanuel Dotaro, qui est vice-président chez Thales, mais surtout le président du Hub Cyber et Sécurité du pôle systématique Paris Région, qui a accepté d'animer cette table ronde avec un premier éclairage du monde industriel plutôt sur ces problématiques de transfert. Et je lui donne la parole pour appeler ces différents intervenants.
Eh bien, merci Hubert. On va essayer effectivement, et dans la préparation de ce panel, on a essayé de faire un mix justement avec différents angles de vue sur la question du transfert, transfert de la recherche. Alors après, il va falloir définir ce qu'on entend par là. Donc je vais déjà commencer par inviter mes intervenants de la table ronde à me rejoindre et les remercier par avance et de leur présence et de la qualité de leurs interventions par la suite. Donc j'en ai vu... Oui. Bienvenue. J'ai vu Grégoire. Joaquin, on l'a vu aussi. Venez vous asseoir. Alors, on a le thème de la recherche, on a le thème du transfert, et on va essayer de montrer la nature de ce qu'on veut transférer, se poser la question à la fois du type de recherche, des sujets de recherche, et après sur comment on fait et comment les initiatives telles que celles dont on parle, qui justifient notre présence aujourd'hui, vont participer à ces transferts. Je laisserai les intervenants, dans leurs premières interventions, à se présenter eux-mêmes. Ils le feront mieux que moi. Voilà. Et dans cette perspective de transfert et d'impact, il y a une thématique, une problématique d'impact de la recherche. Je l'ai dit, la question de l'impact sociétal au sens large, économique via notamment l'industrie. Et ça pose des questions. En France, de façon récurrente, on entend parler de la vallée de la mort. Ça existe certainement ailleurs aussi. Ça existe ailleurs. Est-ce que c'est ce processus qui devrait être vertueux et pas entravé par un certain nombre de postures ou quelquefois d'incompréhension? Et on va justement, par les différents éclairages, de voir si c'est le cas et s'il y a des choses qu'on peut améliorer. La cyber et la recherche en cyber en particulier, n'étant pas indépendante de la matière qu'elle adresse, c'est-à-dire du numérique et de la transformation numérique, ça a été dit par les précédents intervenants. Notre vie aujourd'hui, qu'elle soit privée ou professionnelle, est directement dépendante du numérique, et donc sur sa composante cyber, ça ne fonctionnera pas et ça impacte tous les verticaux derrière. Donc dans la première partie, on va essayer d'éclairer la nature de la recherche, des travaux qui sont faits et de ce que ça peut éventuellement susciter comme transfert. Moi j'aime bien, alors je ne vais pas lancer dans des grandes théories sur la typologie de la recherche. Alors certains parlent de fondamental, d'appliqué, tout à l'heure les TRL ont été cités, ça c'est exclusivement temporel. Moi j'aime bien le cadran de Pasteur, donc c'est pas nouveau, hein, la problématique, et qui a le mérite d'avoir au moins 4 cases, donc c'est un peu plus que binaire, à la fois sur du basique que certains vont appeler fondamental, qui a priori de la disruption qui apporte à la connaissance, mais pas forcément avec d'application dans le temps à court terme. Au contraire de l'appliquer, mais surtout entre les deux, il y a l'inspiré. Et l'inspiré, moi j'aime bien parce que c'est un peu le mix des deux. Et donc on a à la fois de la grande valeur, je dirais scientifique, technique, voire disruptive, mais on a aussi des applications. Quand on a les deux en même temps, c'est quand même a priori Byzance. Donc voilà, moi je voudrais qu'on ait un éclairage là-dessus de nos intervenants. Et à tout seigneur, tout honneur, je vais commencer par Joaquin, qui est notre représentant du monde académique aujourd'hui, pour nous expliquer comment est-ce qu'il voit la recherche en cyber française, et notamment peut-être à la lumière aussi de ce qui se passe en Europe ou ailleurs dans le monde. Joaquin. Merci. Donc, d'abord, je suis professeur à l'Institut Mines Télécom, donc professeur à Télécom Sud Paris. Et donc, j'ai compris que j'ai la casquette aujourd'hui de parler au nom des académiques. Et je me suis dit ce matin, qu'est-ce que ça veut dire parler au nom des académiques? Je suis en train de représenter qui exactement? Et donc, j'ai regardé un peu, j'ai regardé la cartographie à l'ISTEM pour savoir combien de personnes on va étiqueter académiques ici en France, pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Donc, par rapport à cette cartographie, il y a quelques années, on est plus ou moins 1200, 1300 personnes, et on pourrait s'étiqueter plus ou moins dans la partie informatique, mathématiques, électronique, et donc plus ou moins les types qu'est-ce qu'on fait, les quoi, qu'est-ce qu'on est en train de faire là-bas. Donc, une façon de montrer ça, c'est vraiment les aspects recherche basique dans la partie protection. Dans la partie défense et la partie résilience, donc protection, traditionnellement ici en France, on a une excellence dans la partie crypto, dans la partie protection des données, protection des systèmes, protection des réseaux, etc. Mais il y a plus que ça. Donc, une façon de bien savoir exactement les quoi de cette académique, j'ai essayé de reprendre plus ou moins les choses que vous allez reconnaître très rapidement. Ce sont les lignes, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'excellence interdisciplinaire dans la protection des données personnelles, l'excellence en cryptographie en France, donc c'est quelque chose que je viens de dire, l'excellence en méthode formelle, l'excellence dans les méthodes pour analyser les programmes malveillants, la supervision de la validation de sécurité, donc les IDS, les CIEM, etc.
Excellence dans la sécurisation de la numérique embarquée, excellence dans la partie amélioration des systèmes logiciels, protection des données multimédia, forensics et cryptanalyse. Donc, j'imagine que vous avez vu plus souvent toutes les lignes qu'on a dans les POPR, donc les choses qui ont été choisies vraiment dans les 7 projets ciblés, plus les 3 s'appellent à projet de cette année. Et je pense qu'avec ça, on pourrait vraiment dire cette excellence française, elle est quoi, elle est là. Merci Joachim, mais tu n'as pas complètement répondu à la question, parce que si on est aussi excellent que ça, on devrait être les numéros 1 mondiaux partout. Et donc, donc il y aura quand même matière à revenir sur les sujets et sur comment on valorise ça. Donc je vais passer la parole maintenant à Geoffroy. Geoffroy, donc là on switch du parti académique. Il y a les gens qui font la recherche, il y a des gens qui l'organisent et qui participent à la programmation des travaux, voire à leur financement, c'est toujours bienvenu. Et puis il y a les gens qui font les deux. Donc Geoffroy, est-ce que tu peux donner le point de vue de l'ANSSI, et en particulier justement sur ces questions amont recherche à l'ANSSI? J'avais compris, on est plutôt sur la question aussi de la typologie de la recherche. Qu'est-ce que c'est que la recherche en cybersécurité? Donc, je peux m'exprimer au nom de l'ANSSI en fait, à double titre, parce que précédemment, j'étais dans les laboratoires de l'agence, voilà, la division scientifique et technique. Donc, il faut savoir qu'au sein de l'ANSSI, il y a des laboratoires de recherche donc, qui ont une mission très particulière au sein de l'administration française, mais donc qui est de maintenir l'ANSSI à l'état de l'art sur toutes les problématiques de sécurité. Donc pour ça, on a finalement un effectif modeste de, mettons, 60-70 personnes réparties en 7 laboratoires pour couvrir les thématiques. Et c'est une recherche qui est vraiment hybride entre la partie justement fondamentale et appliquée. C'est ces laboratoires qui consacrent une grande partie de leur temps en fait, à des missions d'expertise. Par exemple, on délivre l'agrément aux centres d'évaluation qui vont ensuite faire l'évaluation des produits de sécurité selon des schémas de certification. Donc on ne fait pas uniquement de la recherche. Et je pense que ça montre bien ce caractère hybride de la recherche en cybersécurité. Et puis en allant depuis des matières fondamentales, mathématiques, cryptologie, méthodes formelles, jusqu'à des choses très appliquées dans les protocoles Internet, vraiment chercher des choses très fines. Pour illustrer un petit peu, au-delà des généralités, on peut par exemple citer le travail sur la cryptographie post-quantique, où l'ANSSI a une responsabilité claire d'accompagner la transition de l'ensemble de l'écosystème. Et en fait, ça part d'abord d'une compétition internationale, NIST, de standards, où il y a vraiment ces équipes de cryptographie qui participent. Et il y a bien sûr là une excellente représentation française, puisque dans les algorithmes sélectionnés, beaucoup sont issus de la recherche publique française. Donc ça, il faut le souligner. Et ensuite, il faut que ça se matérialise par des succès économiques ou même d'autres natures. Et donc, pour accompagner ce plan de transition, il y a un guide qui a été publié, un papier qui a été publié sur le site de l'agence et qui est mis à jour, qu'on va publier bientôt. D'ailleurs, une de nos chercheuses du laboratoire cryptographie était à une conférence à Tokyo récemment, Real World Crypto, je crois, pour publier les évolutions de doctrine de ce point de vue-là. Mais ce que je tiens à souligner, c'est que là, on est plus simplement dans la partie cryptographie, je dirais, fondamentale, mais également de comprendre les problèmes d'implémentation, puisque tous ces algorithmes sont toujours éprouvés en termes d'attaque par code caché sur donc les implémentations matérielles et logicielles sont très importantes à vérifier, et ça pourra toujours faire orienter en fait les choix techniques sur les candidats retenus in fine. Et puis, c'est même aussi les problématiques de déploiement massif, d'intégration dans des vrais systèmes, d'impact sur la performance, par exemple de discussion sur qu'est-ce que c'est que l'hybridation, quelles sont les réelles conséquences. Et ça, c'est toujours une forme de R&D, mais qui n'est pas de la recherche fondamentale, mais qu'on doit aussi traiter, et en fait sur le long terme. Parce que ce plan de transition doit se construire sur plusieurs années. Voilà. C'est une illustration un peu de la typologie de la recherche en cybersécurité. Merci Geoffroy. Donc on reste quelque part dans les émetteurs et pas les récepteurs et ceux qui organisent la création de valeur via la recherche. Donc Géraud, c'est ton tour. La question est la même pour toi et notamment dans tes casquettes et ton rôle au comité de programme et dans les différentes actions à la dimension européenne. Et alors j'ai compris que donc c'est moi qui apporte la partie européenne aujourd'hui, la coloration européenne. Alors moi je suis Géraud Canet, je suis au ministère Enseignement Supérieur et Recherche. Je suis donc le représentant national dans les comités de programme sur les domaines du numérique et de la sécurité. Donc du coup, la cyber est un peu à l'intersection des deux. Alors, je ne sais pas si ça va te rassurer ou pas, mais c'est par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Mais oui, la vallée de la mort, elle existe absolument partout. Hein. Ce n'est pas une spécificité française.
Alors, je voulais noter effectivement tous les travaux de recensement qui ont été faits sur les forces vives. Donc, Joachim a déjà cité la cartographie Alisten qui date de 2019, dans mon souvenir, quelque chose à peu près comme ça, et qui, j'imagine, doit être mise à jour. Mais le SGPI doit probablement avoir une très bonne connaissance de l'écosystème et pas seulement de la recherche. La question que tu posais sur l'importance de la recherche et le cadran dans lequel on se situe, je pense que le vrai point important, c'est de bien s'assurer qu'il y a de la place pour tout le monde et que tous les aspects de la recherche sont bien représentés et sont bien défendus. Et c'est ça qui est important. On a absolument besoin d'une recherche appliquée, on a absolument besoin d'une recherche fondamentale, et on a besoin que tout ce monde-là cohabite et communique. Et en ce sens, avoir un lieu de rencontre, c'est quand même une bonne nouvelle. Voilà. Et après, puisque je parle d'Europe, au niveau européen, alors on reviendra un peu plus tard dans la conversation, je pense, sur les synergies et la façon dont ça se combine, mais on va commencer par la partie du portrait qui est la plus bleue et la plus positive. C'est qu'il existe des instruments pour tous les usages et tous les types de recherche au niveau européen. Et la totalité du spectre est bien représentée. Alors ça peut être un peu compliqué à aborder parce que ce sont des guichets différents avec des modes différents. Mais Horizon Europe, c'est très riche. Il n'y a pas que Horizon Europe, il y a Europe Numérique, il y a d'autres guichets. Il y a ce qu'on appelle le Connecting Europe Facility, qui sont aussi des guichets différents de Horizon Europe. Et Horizon Europe lui-même est organisé en piliers. Et pour la faire très courte, qui vont d'un niveau de maturité très bas à un niveau de maturité très élevé. Il y a donc des appels pour la recherche appliquée, pour la recherche fondamentale. Après, si vous vous sentez un peu perdu dans ces appels-là, vous avez des personnes qui pourront vous accompagner, on pourra en reparler tout à l'heure. Je voudrais juste donner un tout petit focus, et pas seulement sur la partie recherche et recherche appliquée non plus, mais aussi pour la partie valorisation et la partie PME et start-up. Il faut quand même dire qu'il existe depuis Horizon Europe, et c'est nouveau, ce qu'on appelle l'EIC, qui est intégré dans le pilier 3, et par laquelle l'Europe peut entrer au capital d'un certain nombre de start-up pour venir les soutenir. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau et assez utile. Et je voudrais quand même signaler qu'actuellement, le track record français est excellent, puisqu'il y a quasiment un projet sur 5 financé qui est français. Merci Giraud de ces éclairages. Oui, je pense qu'il y aura besoin de revenir sur, vu de l'autre côté, enfin je dirais de l'autre côté, justement de la vallée, la complexité des CEF, des EP, Horizon Europe, etc. C'est quand même une science en soi. Donc certains pratiques, mais vu d'une PME notamment qui n'a pas les moyens et le temps de passer à ça, il y a vraiment besoin d'avoir des guichets qui soient, si un seul guichet, ça serait l'idéal. Mais on y reviendra. Donc là, j'ai un peu couvert les parties émetteurs hein, avec l'échantillonnage de notre panel. Hein, on n'a pas vocation à l'exhaustivité. Je vais plutôt passer côté vision industrielle ou innovation, et en passant la parole à Aurélie sur la vision de l'expérience du Cyberbooster, de cette adéquation entre ce qui est fait en recherche et ce qu'on peut et comment on peut utiliser ça, notamment au sein des startups qui sont propulsées par le Cyberbooster. Merci. Donc Aurélie Claire, je suis directrice de Cyberbooster. Cyberbooster, je vais peut-être rappeler quand même ce que c'est, ce qu'on fait. On est le premier dispositif d'accompagnement des startups qui est dédié à la cybersécurité en France. On fait partie, on s'intègre pleinement dans la stratégie nationale cyber, avec la mission de faire émerger des futurs champions européens. En intervenant en particulier aux côtés des entrepreneurs au démarrage de leur aventure, c'est-à-dire en amorçage, voire en pré-amorçage. Et on a démarré nos activités en même temps que l'implantation ici, au campus cyber, il y a à peu près 1 an. Voilà, donc je ne suis pas issue de l'univers de la recherche, et donc mon point de vue aujourd'hui s'appuie sur les 12 mois de construction de Cyberbooster et cette relation à la recherche entre les startups. Je n'ai du coup pas
pas une capacité à évaluer la recherche telle qu'elle est aujourd'hui. Est-ce qu'on a les bons sujets? Par contre, ça a été évoqué plusieurs fois déjà ce matin, l'importance d'avoir l'ensemble des maillons de la chaîne pour faire en sorte que ces technologies issues de la recherche puissent à un moment donné rencontrer leur marché et du coup impacter les utilisateurs. Et d'où l'importance d'avoir des acteurs complémentaires pour ça. Et le retour d'expérience qu'on a après quelques mois, c'est que ça a l'air de se mettre en place. Nous, l'année passée, on a accompagné 17 startups, pardon, et sur ces 17 startups, il y en avait 3 qui étaient issues de l'INRIA Startup Studio. Donc cette notion de complémentarité, de passer d'une techno à une solution, et puis d'une solution à une entreprise, et de la capacité de l'entreprise à aller accéder au marché et à proposer du coup des solutions pour adresser les enjeux des organisations, eh bien, c'est disposer de l'ensemble des maillons, et avec ce qui se met en place du côté académique, et d'autant plus avec le PTCC, on a cette capacité à faire ce transfert. Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme, je ne suis pas sûre de l'utiliser à bon escient, mais de la techno vers effectivement des cas d'usage, des marchés, et de pouvoir avoir vraiment l'impact de ce qui se passe dans les labos vers les utilisateurs finaux. Donc le matching, on arrive à le faire facilement. Il n'y a pas de problématique de connaissance de ce qui peut être extrait de la recherche vers... Alors je reviendrai dans la deuxième question, je crois que c'est aller plutôt comme ça, sauf si tu... Non, on y reviendra tout à l'heure. Donc si c'est moi qui perturbe l'agenda, ça va pas. Donc je vais passer à Grégoire. Alors peut-être avec une double expérience, Grégoire, vu que tu peux avoir un point de vue de ton ancienne fonction grand groupe et le point de vue d'Arfanglab aujourd'hui. Vu du côté industriel ce coup-ci, quelle est la vision, la perception qu'on a de la recherche qui est fait dans notre pays, et de comment on peut... Alors comment on va y revenir, mais déjà sur la nature même de la recherche, quelle est la perception que tu pourrais apporter en termes de témoignages? Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis le cofondateur d'Arfanglab, qui est une société qui fabrique un EDR, un Endpoint Detection and Response, donc qui nous permet d'irriguer tous les terminaux informatiques. Et donc, je ne vais pas expliquer les solutions, mais globalement, ça nous permet de nourrir un data lake assez fantastique. Et bien sûr, ça donne des perspectives en termes de recherche, j'imagine. Pour ce qui concerne je vais essayer de parler un peu au nom des startups, et effectivement les grands groupes, j'aurais un peu de mal, mais on a discuté tout à l'heure qu'il y avait ces vallées de la mort, on la trouve bien aussi dans les grands groupes. Nous, on est plutôt sur les TRL au-dessus de 6. Hein. Donc j'ai vu que le programme de transfert s'arrêtait à 6. Je pense que c'est une erreur, il faudrait retourner le 6 pour en faire du 9. Et ce serait parfait. Donc on travaille sur quoi principalement? On travaille sur nos données. On est très porté sur l'IA en ce moment parce qu'évidemment ça apporte beaucoup de perspectives et ça permet d'offrir des solutions qui vont résoudre une partie de la problématique de manque de ressources en cybersécurité. On travaille sur l'analyse de la menace en cyber, et donc là on va trouver toute l'analyse de malware, tout ce qui est expertise avec des chercheurs en cybersécurité. Donc c'est pas forcément des chercheurs qui font des maths, c'est des gens qui vont aller décortiquer, faire du reverse, des choses comme ça. Donc c'est des domaines qui sont peut-être pas fondamentaux au sens pur du terme de la recherche, mais qui sont hyper intéressants. Donc voilà où on est, voilà ce qu'on fait nous, et voilà ce qu'on peut apporter. En tout cas, c'est de la matière première qui est extrêmement importante, je pense, pour arriver en production, parce que n'oubliez pas, une start-up, un grand groupe aussi, c'est des machines de guerre à conquérir de parts de marché pour faire du business. Voilà. Et il faut être gros. Donc en ce moment, je vous passe l'équation économique qu'il y a dans le monde. Et puis la petite tempête, il ne fait pas beau, quoi. Donc en fait, les petits bateaux couleront. Voilà. C'est un peu ça qu'il y a en ce moment. Merci Grégoire. On voit quand même qu'il y a des petites subtilités quand même dans les visions, notamment sur la maturité, mais on va y revenir. Et Géraud l'a dit tout à l'heure, il faut certainement de tout pour faire un monde, il faut peut-être discuter des proportions. Et là, je me suis intéressé d'abord, dans le premier temps, à la typologie, de la nature de la recherche. Je vais passer un petit peu maintenant au corpus, au fond. Donc, Joachim a cité quelques sujets qui croisent le PEPR. Grégoire vient de parler d'IA. Est-ce que... la posture de la recherche française en cybersécurité adresse les disruptions et les transformations qu'on a dans le numérique au sens large. L'IA,
l'edge, la 6G, le quantique. Est-ce qu'on n'est pas... alors, je vais être volontairement provocateur, donc je m'en excuse à l'avance. Est-ce qu'on n'est pas scotché sur de la crypto et sur des pans historiques de la recherche en cyber et est-ce qu'on adresse réellement les grands défis dont on a besoin, en fait, dans la vraie vie aujourd'hui? Donc oui, une réponse rapide, ça sera la crypto fait partie j'ai parlé de l'excellence en France et il y a une vingtaine d'années, on parlait quoi? Quand on parlait de sécurité, on n'avait même pas les mots cybersécurité, on parlait de la sécurité, on parlait de la cryptographie, on parlait un peu de piratage, donc des hackers, etc. Et qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui? On voit qu'on a passé des mots-clés à inventer des mots-clés. Maintenant, on est en train de parler de la sécurité, de la cybersécurité pour l'IA pour la cybersécurité. On va parler vraiment de l'introduction de l'IA dans les 5G, dans les 6G. Donc, je pense qu'on regarde seulement qu'est-ce qu'on a maintenant en termes d'excellence. Donc, j'ai listé les 10 projets de PEPR ou les 10 thématiques de PEPR seulement pour montrer cet objet PEPR va déjà nous aider à bien structurer, savoir qu'est-ce qu'on fait comme communauté ici en France dans des thématiques. Et on ne parle pas seulement de la crypto, on ne parle pas seulement du piratage, on parle de plein de choses autour de la cybersécurité. On voit ça dans les mondes académiques, dans les mondes industriels. Des fois, on parle des mondes académiques et industriels comme si c'était des silos, mais en réalité, on a pas mal de personnes qui ont été dans les mondes académiques. Emmanuel, c'est un bon exemple. Des académiques qui ont passé à l'industrie, des industriels qui ont passé à l'académie. Et je pense qu'à date d'aujourd'hui, si on voit notre excellence, on ne parle pas vraiment de la France seulement pour la crypto, on parle de la France pour plein de thématiques autour de la cybersécurité. On voit ça à l'international, on voit tous les prix qu'il y a. Par exemple, on regarde les CRC, on a pas mal de ERC en France, vraiment dans des thématiques de la cybersécurité. On regarde aussi les projets. Depuis je me rappelle la première fois dans les FP4 et FP5, on parlait plutôt de la confiance numérique, on parlait du trust, mais maintenant on va parler vraiment de la malveillance, des malwares, de toutes les thématiques. Et on voit vraiment que la France, l'excellence de la France dans ces thématiques, elle est très bien placée. Et je pense que la réponse de mon côté, c'est oui. Je pense qu'on est là. Merci. Alors, je vais quand même reposer la question sous un autre angle à nos amis qui participent à des aspects programmatiques, que ce soit Geoffroy pour ce qui est fait à l'ANSSI ou Giraud, dans l'ordre que vous voulez. La cybersécurité, de la 5G, de la 6G, c'est dans cluster 3, dans cluster 4. Est-ce qu'il y a de l'interdisciplinarité et justement, comment tout ça s'organise? Est-ce qu'on est vraiment au bon niveau là? Je pense pour le... C'est bon. Pour la partie, au niveau national, puis je laisserai après Géraud compléter au niveau européen. Donc, vous savez que les PEPR, donc programmes amont, sont lancés justement sur la cybersécurité, le quantique, la 5G, l'IA. Donc il y a sûrement peut-être quelque chose peut-être au niveau du SGPI pour vraiment la mise en commun, les interactions, de bien comprendre les réciprocités ou ce qu'ils peuvent s'apporter chacun, peut-être de plus coordonner. On peut noter qu'il y a quand même déjà des appels conjoints qui ont été lancés entre différentes stratégies. Je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure, notamment la transition vers la cryptographie post-quantique. C'était un appel cofinancé entre la stratégie cyber et la stratégie quantique. Je pense qu'il faut peut-être étudier ça plus méthodiquement et une vision d'ensemble pour voir réellement les ponts importants à développer. Ensuite, sur ta question sur comment la cyber traite tous les grands enjeux du numérique, donc, au sein de la division industrie et technologie à l'ANSSI, nous on voit qu'il y a en effet deux questions. Il y a comment on développe des solutions qui vont répondre à un besoin de cybersécurité bien identifié. Donc là on est dans la continuité des produits classiques, chiffrement, firewall, etc. Et puis ensuite, comment on sécurise l'ensemble du numérique, ou déjà comment on identifie les enjeux de cybersécurité dans toutes ces grandes tendances. Et je pense que même pour bien les comprendre, il y a déjà une partie de recherche, parce qu'est-ce que c'est que la sécurité du cloud, la sécurité de la 5G? Il faut que les équipes travaillent en amont pour un peu avoir le même langage et caractériser les enjeux de cybersécurité. Encore à titre d'exemple, pour donner une illustration, je peux dire qu'actuellement on conduit une étude justement sur l'intérêt de la technologie RISC-V et donc l'open hardware. Donc ça c'est aussi une tendance mondiale générale, avec aussi avec des intérêts économiques, des propriétés intellectuelles qui sont très importants. Mais pour nous, ça c'est le contexte. Ce qu'on cherche à savoir, c'est quelle est la valeur ajoutée du point de vue de la cybersécurité et est-ce qu'il y en a une dans les architectures open hardware. Voilà. Et pour ça, on va dialoguer avec la recherche et aussi conduire des entretiens industriels ciblés pour bien comprendre précisément quels sont les projets en cours dans la roadmap des industriels, pourquoi ils travaillent dessus. Donc dans ce cas-là, est-ce qu'il y a des orientations à donner, à comprendre? Merci. Merci Geoffroy. Géraud.
tu nous portes à la dimension européenne. Alors, la dimension européenne. Alors, c'est là qu'on touche un aspect un petit peu délicat de l'Europe. C'est ce que je disais parce qu'on parlait de la partie de la multiplicité des guichets et du coup ça pose la question de la synergie. Alors il faut comprendre que l'Europe, la Commission européenne, c'est une grande administration très hiérarchisée avec des unités qui sont un petit peu mises en concurrence les unes avec les autres et du coup synergie est un petit peu, pour un fonctionnaire européen, synergie c'est un petit peu synonyme de quelqu'un va me piquer mon budget. Donc ça, c'est un travail pour lequel les représentations nationales jouent un rôle essentiel, qui est de rappeler sans cesse que tout ce qu'on fait a un sens global, et qu'on doit bien travailler les uns avec les autres, et pas ni faire des doublons, ni faire des oublis, et que justement, si on veut arriver à vaincre cette question du transfert, il faut bien qu'il y ait une chaîne logique qui parte d'un point et qui arrive à un autre, et qu'on puisse savoir se repérer dans cet enchaînement. Donc ça, c'est un travail qui est permanent, qui est à faire avec la Commission en permanence, et sur lequel les représentations nationales jouent un rôle très fort. Une fois que cela est dit, oui, on peut dire que raisonnablement, les différentes technologies disruptives que tu as mentionnées, elles sont relativement bien instanciées dans la sphère cyber. Mais ce que je pense qui serait intéressant, et c'est la vraie question culturelle, mais ça c'est culturel, sociétal, sur lequel on est en train de progresser, mais sur lequel il reste encore du champ à faire, c'est la question duale. C'est est-ce que la cybersécurité est correctement instanciée dans chacune de ces technologies disruptives? Oui, et donc ce besoin a priori d'un. Alors, comme on est parti dans les terres, dans les terres européens et ces côtés éventuellement technocratiques, tout le monde ne pratique pas l'application de l'article 22 pour savoir si on doit être souverain ou pas. On va pas partir là maintenant. Non. Mais il y a des gens qui ont voulu exclure la cybersécurité, quand même, pour information, des problématiques de la 6G pour pas être soumis à l'article 22. Enfin, juste, voilà, un peu de vécu sur le sujet. Du point de vue, du coup, je reviens vers le côté plus récepteur. Face à ce qui vient d'être dit, est-ce qu'on y trouve notre compte, et sur les sujets, encore une fois, est-ce qu'on sait simplement quand j'ai un besoin pour faire développer un algo d'IA, pour faire du machine learning pour détecter des attaques, est-ce qu'on sait, ou est-ce qu'on va aller piocher dans le monde académique? Comme vous voulez. Alors, je vais parler moi de mon vécu. Non, enfin. Personnellement, moi, le monde de la recherche, ça me paraît être un monde un peu compliqué, où il se passe plein de choses, on sait que ça bouillonne, mais où est-ce qu'on trouve la technologie, avec quel niveau de maturité, comment elle est mobilisable, vu, j'allais dire, de l'extérieur, moi, ça me paraît très compliqué. Non, mais quand c'est le cas, il faut le dire. Justement, quand il y a un gap, si on n'identifie pas le problème, on a peu moins de chances de résoudre. Justement, ce qu'on fait depuis un an avec la préfiguration du PTCC, je veux dire ça, c'est justement de mettre en place ce lien. C'est justement de mettre cette capacité à créer le lien, j'allais dire presque entre deux mondes, le monde un peu caricatural de la Startup Nation, et puis le monde qui peut peut-être être caricaturé aussi de la recherche. Et d'avoir justement ce lien-là, et qui permet de partir des besoins aussi des startups. Nous, on accompagne des startups qui ont déjà identifié un problème, qui ont déjà commencé à développer une solution, mais qui ont besoin soit de développer de nouvelles briques technologiques, soit de challenger leur propre techno. Et ce lien via le PTCC permet d'accéder à des équipes de recherche, permet d'accéder à de l'expertise et du coup de nourrir le développement des startups. Dans les startups qu'on a accompagnées, je vais le citer, j'ai l'autorisation, l'année dernière, on a notamment accompagné Open Sesame, qui est rentré du côté Cyberbooster et qui, grâce aux interactions qu'on a mis en place, est allé chercher de la technologie, des équipes pour développer d'autres briques technologiques au service de leur solution. Donc non, a priori, c'est pas facilement accessible, mais c'est justement, ça donne d'autant plus de sens, nous, de notre côté du PTCC, puisqu'il y a ce lien-là et cette connexion entre deux mondes et la valorisation du coup de ce qui existe dans les recherches à travers des projets qui sont en train de naître. Merci, Aurélie. Grégoire. Oui, ce que je peux dire là-dessus, c'est que en fait, c'est une affaire de temps. À quelle vitesse on vit. On voit que dans un grand groupe, il y a un peu le temps de la recherche qui est quand même sanctuarisé, puisqu'il y a des laboratoires internes. Si quand même, il y a des financements, il y a des études amont qui sont menées. Et puis, il y a les BU qui produisent. Et entre les deux, il y a
potentiellement un fossé qu'on a du mal à combler et on a du mal à aller chercher les innovations. Les startups, c'est un petit peu différent. Les jeunes startups, c'est des entreprises qui vivent à 100 à l'heure et qui n'ont pas tellement de temps de se poser pour aller parler avec des laboratoires. Et quand c'est des gens qui proviennent de la recherche, qui ont créé la startup, ils ont des connexions naturelles. C'est pas forcément plus simple parce qu'ils sont pris par le business et ça, c'est ce qui prime. Néanmoins, quand on grossit un petit peu, et je vois aujourd'hui, nous on est 70 dans notre entreprise, on arrive à se poser un peu, on est très aidé en France, hein. On a fait des plans d'innovation d'avenir, on fait du crédit impôt recherche, il y a le grand défi cyber en ce moment, qui nous oblige quand même à formaliser un certain nombre de choses, qui nous oblige à un moment à s'arrêter, à se poser. On le fait parce qu'il y a des subventions, hein, c'est évident, et pour le crédit impôt recherche c'est pareil. Et donc, ça nous permet de se dire qu'il faut avoir des profils, des connexions ou des gens qui viennent du monde plus académique pour formaliser un peu, peut-être pas de la recherche fondamentale, mais expliquer qu'on va commencer peut-être à des TRL 4 ou 5 pour aller jusqu'à de la recherche industrielle ou de la recherche appliquée. Et aujourd'hui, les thématiques qui nous intéressent, puisqu'on en a cité quelques-unes, on a bien sûr l'IA, l'explicabilité de l'IA, l'automatisation, l'orchestration. On n'a pas beaucoup de choses en France là-dessus, je trouve. Donc la start-up, quand elle n'a pas la solution, on s'associe avec d'autres. On va voir d'autres start-up et on cherche à trouver cette connaissance. Quand on prend la crypto, il y a tout ce qui est protection du secret et le secure compute. Être capable, c'est ce que fait une petite start-up comme Cosmian. Et donc c'est hyper intéressant. On avait travaillé avec l'ANSSI là-dessus pour essayer d'aller rechercher des traces de compromission, enfin des traces, des marqueurs d'attaquants, sans révéler à l'attaquant qu'on est en train de le chercher. Donc c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on va faire des calculs sur des données chiffrées. Donc voilà, donc il y avait une problématique opérationnelle intéressante. Il n'y a pas de marché, mais il y a une problématique internationale, opérationnelle intéressante. Voilà. Et après, il y a tout le monde plus security by design qu'on dit. Enfin, c'est l'autre, la dualité justement, notamment le monde de l'IoT sur lequel on travaille. Et nous, on a beaucoup ces problématiques parce que ça cumule un certain nombre de choses qui est l'optimisation des codes qu'on va descendre à des niveaux bas, et quelquefois dans des environnements véhicules ou transports qui obéissent à d'autres contraintes. Et donc tout ça, ça fait un beau sujet. Sur la crypto, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut il y a beaucoup de réglementations et la crypto peut créer des barrières qui sont intéressantes. Il ne faut pas négliger aussi ça. Des barrières à l'entrée sur notre marché, on peut en créer grâce à de la crypto. Il ne faut jamais négliger cet aspect-là. Je crois que le fédéral américain l'a bien compris avec le PQC. Ils sont qui vont imposer des choses. Sur le confidential computing, dire qu'il n'y a pas de marché, quand on voit le marketing de certains sur le zéro trust, je pense que ça mérite réflexion quand même. Voilà. On a déjà entamé finalement la deuxième partie de la table ronde qui était sur le comment. Donc Aurélie, tu as déjà répondu en partie. Peut-être que tu veux compléter ta réponse sur la visibilité qu'on a effectivement du point de vue utilisateurs, consommateurs, développeurs, valoriseurs de ce qui peut sortir de la recherche. Donc, comment est-ce qu'on fait pour, tu as déjà répondu en partie, hein, et notamment sur l'usage du PTCC, pour avoir cette connaissance-là dans le sens du point de vue justement plus industriel, du point de vue plus receveur qu'émetteur. Je pense que là-dessus, je ne vais pas avoir beaucoup plus à dire. Par contre, je voulais rebondir sur ce que disait Grégoire, qui est la notion d'aligner des temps qui ne sont pas les mêmes entre le temps long de la recherche et le temps court de l'entrepreneuriat, et particulièrement sur le véhicule moi, que j'accompagne, qui est celui des startups. Et je pense que c'est un enjeu qui est encore à relever, parce qu'effectivement, une startup, elle doit surtout aller vite pour accéder à un marché et puis prendre les positions, là où la recherche nécessite du temps. Et du coup, c'est un de nos enjeux, je pense, à pouvoir trouver un mode de collaboration qui permet d'assurer et de construire les barrières à l'entrée, enfin les barrières technologiques dont mentionnait Grégoire, grâce aux travaux de recherche et à la technologie, tout en permettant d'aller déjà prendre ses places rapidement sur les marchés. C'était plutôt ça. Après, sur comment, je pense qu'on est dans le chemin, comment on rend plus accessible, comment on communique davantage sur ce qui se passe, avec toute la difficulté aussi de la confidentialité. Donc, comment on sait expliquer ce qui se passe sans trahir la confidentialité nécessaire
nécessaire aussi certaines fois sur la recherche. Donc, on va revenir sur la question notamment sur la propriété intellectuelle. J'ai prévu de revenir tout à l'heure là-dessus. Alors je vais retourner la question et là parce qu'on a besoin d'émetteurs, on a besoin de récepteurs pour avoir une communication, c'est un peu la base. Du côté émetteur, est-ce qu'on a une idée claire des besoins et de justement ce qui pourrait être valorisé du côté industriel et l'envie de regarder. Ouais. Donc, j'ai l'impression que oui. Et la réponse est facile. Donc, on est tout le temps en train de chercher des financements. Donc, on est en train tout le temps de voir autour des acteurs du monde industriel quelles sont les choses, quels sont les besoins vraiment sociétals et qu'est-ce qu'on devrait faire. On ne va pas vraiment s'isoler seulement dans un moment théorique et on aimerait bien savoir qu'est-ce que l'industrie va nous donner comme réflexe de la société, des besoins sociétals. Et donc, qu'est-ce qu'on sait faire dans le monde académique? On vient faire des questionnaires, on vient faire des cartographies, des recenser qu'est-ce qu'il y a autour de nous. Et je pense que c'est ce type d'objets, donc j'ai parlé le type d'objet qu'on est en train de parler aujourd'hui. On a parlé des PEPR, des problèmes de transfert. On est ici dans les bâtiments Campus Cyber pour faire ce lien entre académique, industriel. Donc je pense qu'au moins d'un point de vue académique, on est toujours en train de voir qu'est-ce qui se passe dans le monde industriel pour vraiment savoir où est-ce qu'on va placer nos recherches dans la société. Et je pense que ce type de programme, ce type d'objets qui sont en train de mettre en place à la fois pour les académiques et pour les industriels, l'expérience de ces dernières années, je pense que la réponse, encore une fois, ça sera positif pour moi. Merci Joachim. J'aimerais tellement que tu aies 100% raison. Géraud, je passe à toi pour savoir la question précise sur l'implication des industriels en amont justement dans la genèse des programmes de recherche. Les programmes de recherche ne sont pas non plus tombent pas du ciel, donc il y a des choses qui les encadrent, qui les programment avec de l'argent. Est-ce que les industriels sont suffisamment impliqués de ton point de vue, et en particulier les industriels français, bien sûr? Alors, vaste question. Alors, il y a à plusieurs niveaux. Il faut dire que tout ça, ce sont des écosystèmes qui sont en train de s'organiser. On est aujourd'hui dans une opération de lancement d'une grande initiative qui a été créée, qui s'inscrit dans de grandes initiatives qui ont aussi été créées. D'abord, je voudrais répondre sur la représentation nationale. Du point de vue national, on est organisé vis-à-vis des industriels, pas seulement au niveau cybersécurité, mais sécurité dans toutes les thématiques, parce qu'on appelle les groupes techniques nationaux, qui sont des organes qui sont des groupes de cercles de confiance par lesquels, qui servent de consultation et de lieu-vie d'influence vis-à-vis de la communauté, pas seulement des industriels, mais aussi des industriels, et ils y sont les bienvenus, qui nous servent à nous de consultation pour arriver à tenir des positions vis-à-vis de l'Europe. Ça, c'est la première chose. Il y a effectivement actuellement aussi un peu une multiplication des associations et des groupes. Tout ça est en train de s'organiser. Et du coup, je peux reparler un petit peu du volet européen quelques instants pour rappeler un peu la genèse de toute cette thématique cybersécurité qui date maintenant, on va dire, 2015-2016 à peu près. Et replacer ça aussi dans un contexte et dans une autre particularité européenne qui est déjà d'un côté la volonté de construire et de construire beaucoup des nouveautés thématiques, et puis une tendance qu'il faut bien comprendre du point de vue de l'Europe, une tendance qui s'accentue beaucoup, c'est un très grand investissement du champ politique de l'Union européenne, qui est quelque chose de relativement récent et de plus en plus fort. Tu as cité tout à l'heure l'article 22, qui est quand même un gros software update du logiciel de la Commission, hein. Et ça va même encore plus loin, on ne va pas en parler là, mais maintenant, on commence à voir auprès de la Commission des organismes européens qui sont blacklistés pour des raisons politiques. Donc c'est quand même quelque chose de fort, hein. Là, je parle vraiment de mise à jour logicielle, mais c'est bien ça, un logiciel de la Commission, il ne permettait pas ça avant. Et donc, ce genre d'initiative s'inscrit dans ces tendances politiques qui sont en train de s'agrandir, et notamment le concept de souveraineté, qui est un concept dont on a vu le frémissement dans la fin des années 2010 et qui est en train de prendre sa pleine puissance dans le champ européen, mais en train, hein, on n'est qu'au début du processus, on est en cours du processus, on n'y est pas encore arrivé.
Et ainsi, on voit un certain nombre d'initiatives qui sont mises en place. Et du coup, on a vu, par exemple, tout au long du mandat de l'actuelle commission, on a vu un certain nombre d'initiatives arriver qui étaient impensables 2 ans ou 3 ans avant, et qui ont tendance à fleurir de plus en plus. Donc, revenons à la cybersécurité. Donc, la cybersécurité, l'initiative, elle est apparue au milieu des années 2010 avec la création de ce qu'on appelait à l'époque un PPP, qui s'appellerait aujourd'hui un partenariat coprogrammé, mais peu importe, qui est, pour le dire simplement, un partenariat dans lequel la Commission garde le stylo pour écrire les programmes de travail, mais s'inspire d'une communauté matérialisée sous la forme d'une association. Tout cela, ça a été créé, c'était l'association EXO, dans le cadre de ce partenariat, et on est aujourd'hui en pleine migration, puisque une autre initiative de la Commission a visé à restructurer tout cet écosystème en l'organisant plutôt de manière pan-nationale, plutôt que de manière pan-industrielle. Alors, quelles sont toutes les conséquences de ça et comment ça va se passer? Les questions sont encore ouvertes, puisque le processus a un petit peu de retard, c'est en cours de construction, mais vous avez donc la représentation des centres nationaux et la représentation européenne qui est effectuée à travers cette structuration du centre. Voilà, juste encore 2 mots. La programmation du centre lui-même, elle va se faire au niveau centre pour ce qu'on appelle les actions jointes qui vont être entre les États. Et il y a encore une programmation générale qui reste encore dans le stylo de la Commission avec le droit de regard des États. Du coup, j'ai passé peut-être la parole à Geoffroy, mais comme c'est peut-être la dernière fois que je parle, je voudrais quand même juste ajouter une toute petite chose, parce qu'on a parlé de la multiplicité des guichets et les gens expliquent à quel point ils sont perdus. Il y a quand même au ministère un gros dispositif d'accompagnement des communautés avec les points de contact nationaux, et je vais quand même juste pointer du doigt mon collègue Julien Tenedos qui est là et qui peut vous faire un coucou, qui est le point de contact national sécurité cluster 3 et sur lequel vous pouvez vous ruer quand on aura fini de parler. Bon, certains reçoivent déjà les mails. Merci. Donc Geoffroy, voilà, Geoffroy, le CCC, cet objet pratiquement pas identifié, dans lequel les industriels sont dans un advisory board seulement. Est-ce que justement, par rapport à la thématique de transfert et la façon dont on va s'organiser avec les centres nationaux, tu peux élaborer un peu sur le sujet? D'accord, donc il faut un peu éclairer cet OVNI ECC qui est donc un nouvel objet au niveau européen. Heureusement, il y a des spécialistes de l'orientation dans les couloirs de la Commission européenne. L'ECC, c'est le centre cyber de compétences qui est à Bucarest. Il y a un comité de directeurs, donc on peut souligner que le représentant national, c'est Florent Kirchner du SGPI. Donc ce choix-là, il est fait aussi pour synchroniser au mieux la stratégie d'investissement au niveau national et les choix qui seront portés au niveau européen. C'est un instrument qui est fait pour justement développer les synergies au niveau européen entre le programme de recherche, Horizon Europe, et de déploiement et d'acquisition de technologies, Europe Numérique. Europe Numérique est quand même très bien dotée en termes budgétaires, mais on voit que la Commission manque un peu d'idées des fois pour l'alimenter de manière pertinente, et donc des initiatives politiques viennent prendre le devant de la scène. C'est pour ça qu'il y a un besoin de programmation structurée au niveau de l'E3C pour le programme Europe Numérique, à penser en continuité avec les programmes de recherche et même idéalement avec des projets d'investissement, avec l'EIC. Voilà, ça c'est un peu, je pense, la vision idéale. On verra comment ça se matérialise. Néanmoins, il y a déjà eu un nouveau comité, un 5e comité directeur qui s'est tenu à Varsovie il y a 2 semaines et l'agenda stratégique de l'E3C a été adopté. Donc c'est pour vous dire que là, on n'est pas uniquement sur du sujet de recherche amont, mais on met aussi beaucoup en valeur les compétences, le travail en commun sur des référentiels de compétences au niveau européen en liaison avec l'ENISA. On sait que c'est un sujet très important. Et il y a aussi un accent fort sur les PME, c'est-à-dire comment les PME accèdent aux projets européens et bénéficient aussi finalement des retombées de ce qui est fait au niveau européen. Donc je pense qu'il y a des différenciants aussi qui ont été identifiés pour le 3C pour s'y retrouver dans cette jungle. L'autre chose, c'est que la deuxième partie du règlement, c'est que ce centre européen s'appuie sur des réseaux nationaux, comme tu l'as souligné. Bon, donc là, on peut donner un acronyme s'il en faut un nouveau. Donc ça s'appelle NCC ou CCN, donc Centre de coordination nationale. Et c'est fait pour justement coordonner et capter le besoin au niveau national et aussi animer la communauté et qu'elle puisse bénéficier des programmes européens. Donc ce centre, il est porté par l'ANSSI.
en liaison avec toutes les administrations concernées, donc évidemment SGPI, le ministère de la Recherche, donc on attend des présentations aussi bien sûr des points de contact nationaux sur la recherche, des programmes de travail. Donc on cherche finalement à faire déjà cette synchronisation, cette approche structurée au niveau national, et après il y aura bien sûr la question de la consolidation de la vision au niveau européen. Donc petit teasing, donc on va sûrement faire un événement de lancement du NCC français fin juin au campus. Donc on organisera ça. C'était le scoop de la table ronde. Hein. Voilà. Et donc c'est bien fait. Et on invitera les académiques, les acteurs de la recherche, de l'innovation, les startups et les industriels. Et l'ANSSI va, pour ce faire aussi, s'appuyer en termes de relations industrielles sur toutes les entreprises de confiance qu'elle connaît via les visas qui sont délivrés, qui sont les certifications et les qualifications de l'ANSSI. Voilà, on va aussi réfléchir un peu à construire cette communauté et s'appuyer sur les meilleurs éléments pour porter la vision française. Voilà. Merci Geoffroy. Alors, premier point, donc la division industrie et technologie, nous on est sur le campus cyber au 12e étage. Vous venez nous voir. Bien sûr. Donc on est en avance, on va finir en retard, hein, mais c'est normal, non? Je voudrais finir avec Geoffroy. Geoffroy, à l'aune de tout ce qu'on vient d'entendre, est-ce que toi, en tant que PME, tu es à l'aise par rapport justement au guichet? Est-ce que tu sais comment trouver ce dont tu aurais besoin? Et du coup, je ne sais pas si on a le temps, mais il y avait la question de la propriété industrielle et des freins éventuels à ces transferts et aux dispositifs qui vont avec. Est-ce que tu as un retour là-dessus? Non, on connaît les dispositifs et c'est assez bien, foutu. On voit, autant en France, c'est relativement accessible pour tout ce qui est Europe aujourd'hui. Alors j'attends de voir un petit peu parce que je sais qu'il y a des choses qui se mettent en place, et notamment avec tout ce qui vient d'être annoncé. On passe encore par des cabinets de consulting si on veut accéder à la subvention européenne et tout ça. C'est un peu chronophage. On a un peu l'impression de se faire arnaquer sur le chemin qui mène à la subvention. Donc on ne s'est pas lancé là-dedans pour l'instant. Et voilà, il faut consacrer du temps. C'est des projets. L'histoire de la propriété intellectuelle, ça concerne plus une complexité du transfert. Et j'espère, je suis vraiment très content de cette initiative et de ce pôle de transfert. Je pense qu'Hubert a une lourde mission et on va tous essayer d'y participer. Parce que effectivement, c'est un sujet, et quand on lève des fonds, c'est un sujet, je peux vous le dire. Ça peut être un frein, ça peut être un démultiplicateur, ça peut être défensif. Ça peut être des illusions perdues pour des gens qui pensaient qu'une trouvaille peut faire un produit. Ben non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, dans l'équation des boosters et tout ça, il faut mettre ces paramètres business aux bons endroits, ces éléments qui font que, à la fois, on va confronter une innovation à de la production sur des données réelles dans un environnement réel, mais aussi on va la confronter au marché, à ce qui se passe et à la compétition en fait qui est assez rude. Merci Grégoire. Donc on va finir rapidement et on va commencer par Joaquin qui doit partir pour un jury de thèse incessamment sous peu. Est-ce que vous avez juste une recommandation, un conseil, quelque chose qui pourrait faciliter la vie du PTCC et qui serait pour vous important dans l'activité du PTCC? Si vous n'en avez pas, si tout va bien. Ma réponse rapide, c'est continuer avec ce type d'activité, continuer avec ce type de journée. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on a vraiment pour rencontrer les gens, pour socialiser avec les autres personnes. Et je pense que bravo pour cette journée et à continuer de cette façon-là. Grégoire, si tu veux. Allez, on va le faire et on finira par... Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vraiment, faites circuler cette information. Permettez l'accès effectivement au monde de la recherche, qui est souvent un peu... sur lequel on n'a pas le temps de se pencher quand on n'est pas issu de ce milieu-là. Et ne fabriquez pas des nains. Il ne faut pas que ce soit une usine à faire des nains, ou alors il faut que ce soit une usine derrière à faire du build-up. Non, j'ai rien d'original à ajouter. On voit bien que ce programme de transfert, il est au carrefour de plein d'initiatives. Et il faut que toutes les interactions soient bien effectives et bien coordonnées. Oui, moi, pas de recommandation, mais un engagement, celui de continuer à travailler ensemble, de concert les uns avec les autres pour assurer la cohérence globale de ce dispositif. Super. Je ne vais pas du tout être original. Moi, je pense que le message, c'est de décloisonner. Je pense que l'enjeu, c'est de décloisonner la cyber, généralement. C'est de la décloisonner dans les organisations et de décloisonner la recherche aussi. Ce serait pas mal.
Merci beaucoup à nos intervenants, j'espère que vous êtes pas ennuyés. Moi non. Merci encore pour la qualité de vos interventions. Je voudrais remercier les participants et tout particulièrement Emmanuel Le Tarot pour cette table ronde de très bon niveau. Vraiment, je pense que c'était éclairant. Moi, ce que je retiens, c'est que le programme de transfert, c'est un support pour jouer un rôle de passeur. Et je pense que maintenant, je te donne la parole maintenant à François Cuny, justement pour voir comment on joue ce rôle de passeur avec nos partenaires. C'est bon, ouais, merci Hubert et bonjour à tous. Alors on va voir un ordre chronologique un peu particulier parce que on vient de parler de décloisonner, bon, avec tous les champs du continuum d'innovation, puis on va se recentrer sur l'activité académique et avec quelques collègues d'autres organismes. Alors je crois que en ligne, je vais déjà vérifier ça si ça fonctionne, nous devrions avoir Yacine Laknecht. Est-ce que Yacine, tu nous entends? On te voit, c'est déjà pas mal. Est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux parler? J'essaie de parler. Eh ben super, c'est bon, ça fonctionne, donc c'est parfait. Et j'invite Jean-Philippe Bourgoin et Jean-Luc Mounet à me rejoindre, et puis on va se mettre en proximité, parce que pour le coup, on n'est que 3. Et donc, ce sera plus facile. Donc, je vous présente rapidement tous les 3. Et je terminerai par moi. Donc Yacine Laknecht est président de l'université Grenoble-Alpes et il représente aujourd'hui, lourde tâche Yacine, hein, à la fois U10, les 10 universités qui portent une initiative d'excellence, ce qu'on appelle un IDEX, où on peut dire aussi les 10 universités qui se disent intensives en recherche, et France Université, qui est l'ensemble, là, pour le coup, de toutes les universités françaises. Jean-Luc Moulet est directeur général délégué à l'innovation du CNRS. Salut Jean-Luc. Et Jean-Philippe Bourgoin est directeur adjoint de la recherche technologique au CEA. Et je suis moi-même donc François Cuny, directeur général délégué à l'innovation chez INRIA. Alors on va essayer de parler avec vous alors là on a vu juste avant pratiquement tous les sujets qu'on voulait aborder, mais on va revenir sur pourquoi on est là aujourd'hui, donc programme de transfert du campus cyber, puis on va s'arrêter sur le deuxième mot, transfert. Qu'est-ce que ça veut dire transfert chez nous? Comment on regarde ce sujet et qu'est-ce qu'on y met? Ça a été abordé à plusieurs reprises par les différents intervenants, par les Bruno, ce matin, Bruno Sportis et Bruno Bonnel. Le sujet du programme transfert du campus cyber, il ne s'arrête pas à du transfert de technologie, comme on a peut-être dans la table ronde, c'était peut-être le point que j'aimerais rajouter. Voilà. Ça concerne aussi du transfert de compétences, du transfert de connaissances, du transfert de cerveau. On est dans un monde dans la cybersécurité, dans le numérique, où les cerveaux ont une importance toute particulière. Puis moi, j'ai l'habitude de parler de transfert en me disant, on peut le découper. Alors, c'est pas bien de découper, mais enfin bon, donner quelques cases pour essayer d'avoir une clé de lecture. On peut faire du transfert en faisant du transfert à la fois de connaissances, de compétences, en travaillant. Alors, on parle du monde académique et de l'activité de recherche dans un monde académique. Donc, en travaillant le monde académique avec le monde industriel, en faisant des laboratoires en commun. Et en général, dans ces objets-là, on transfère de la compétence, de la connaissance. On peut faire du transfert aussi de ces compétences à travers la création d'entreprises. On a parlé beaucoup des startups, Aurélie l'a évoqué tout à l'heure. Mais on peut faire aussi du transfert de compétences et de technologies à travers la mobilité des gens. Les acteurs qui font de la recherche, vous le savez pour la plupart, sont les permanents de la recherche, mais aussi beaucoup de gens qui ne sont pas des permanents, qui viennent faire une période à côté des activités, des acteurs, des chercheurs. Ce sont ce qu'on appelle les doctorants, les post-doctorants, souvent des ingénieurs, qui viennent passer quelques années, et ils ne rejoignent pas tous le monde académique, ils ne deviennent pas tous fonctionnaires dans un laboratoire de recherche publique, mais parfois ils vont faire de la recherche dans le privé ou faire d'autres choses. Et donc cette mobilité, ce transfert, et dans le monde du numérique, on a vu les 20 dernières années l'attractivité des acteurs industriels, pas tous français, pas tous européens, a pu poser des questions de où se passait cette mobilité. Donc troisième capacité. Et puis celui dont on va parler un peu plus, du transfert de technologie à travers des licences, parce qu'il y a des choses qui se passent dans les laboratoires et qu'on peut utiliser, et puis on peut peut-être les mettre. Et je voulais vous interroger tous les trois. Alors peut-être commencer
en ligne, comme ça va donner la parole, voir si tout fonctionne bien avec la régie, à Yacine, pour te demander un petit peu, toi, alors tu représentes une telle quantité d'acteurs que tu vas avoir peut-être le mal à résumer, mais quelle est la vision un petit peu de la priorité du barycentre sur le transfert, ou s'il n'y en a pas, si c'est l'ensemble des sujets? Ouais. Merci beaucoup. Je m'excuse d'abord d'être à distance pour des raisons plus ou moins évidentes. Bon, effectivement, je représente UDIS et France Université, mais tout ce que je veux dire, c'est quand même très influencé par mon vécu et par mon établissement, l'Université Grenoble-Alpes. On peut extrapoler certaines choses, mais certainement, je vous invite à un peu de prudence par rapport à ces extrapolations. Dans mon université, bien sûr que toutes les modalités de transfert dont tu as parlé, François, elles sont présentes, elles sont toutes très utiles. On n'a pas de priorité par rapport à ça, sauf par le fait qu'en termes de transfert à travers les jeunes, les talents, les compétences et l'expertise, quelque chose, bien sûr, au cœur de l'université, quelque chose de très important par rapport à ça. Et d'ailleurs, aussi par rapport à ça, c'est des choses qu'on essaie de discuter le plus possible, interagir le plus possible avec le monde socio-économique et les acteurs pour mieux ajuster notre offre de formation et mieux ajuster les compétences qu'on transfère, en tout cas on donne à nos jeunes. Je voulais faire deux remarques peut-être un petit peu, qui viennent compléter un petit peu peut-être le piège que tu viens de dire et peut-être qui explique un petit peu notre approche à l'Université Grenoble-Alpes par rapport à la question du transfert. Tout d'abord, on parle beaucoup de transfert dans le sens de transfert du monde académique vers le monde socio-économique. Moi, je pense qu'il y a un élément qui est important pour que ce transfert puisse être efficace, c'est d'abord l'échange dans les deux sens entre ces deux mondes-là. Donc, avant le transfert, il y a la question de l'interaction et de l'échange qui est extrêmement importante. Voilà. Donc ça, c'est une première remarque que je voulais faire, que je pourrais développer s'il le faut plus tard. Deuxième remarque, c'est que notre approche, et c'est l'approche dans les universités de manière générale et dans la majorité des organismes, peut-être pas tous, mais en tout cas, je laisserai commenter, c'est qu'on n'approche pas la question du transfert par une question financière, parce que toutes les études, et il en existe beaucoup d'études, même au niveau mondial, qui montrent au fait que la question de la valorisation, elle est plutôt coûteuse que bénéfique, sauf si on a un blockbuster qui n'arrive pas très souvent. On en a eu dans mon université, le taxotaire, qui nous apportait à nous et au CNRS 50 millions par an. Ça arrive une fois tous les 20 ans, tous les 30 ans, etc. Donc nous, notre mesure par rapport à notre efficacité par rapport à ça, ce n'est pas le retour direct, mais plutôt l'impact de l'université. C'est ce qu'on cherche sur la société et sur l'économie. Et donc, on regarde les choses de manière un peu plus large. Et en fait, in fine, si on regardait que le retour direct, on est plutôt déficitaire, mais ce n'est pas notre rôle de faire du bénéfice. Notre rôle, c'est d'accompagner la société, y compris la société